Écoutez, merci. Merci d'abord, merci de nous avoir invités, hein, Philippe et moi. Merci de nous faire l'honneur de nous permettre de nous retrouver pour partager cette table ronde, spécialement docteur Triantafilou et docteur Norbert Skronik. Merci Norbert. Ça me replonge 28 ans en arrière lorsqu'on faisait pour le Collège national de psychiatrie. Comme tu le sais, j'ai passé 2 ans chez Henri Barthes, à l'époque, avec les grandes avancées. C'est bon? Ça, bon, ça bug. Bon, on va faire avec ça. Merci bien. J'ai le plaisir, évidemment, comme je l'ai dit, de partager la présidence et la modération avec Philippe Fossati. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui préside. Je lui donnerai beaucoup le micro, évidemment. On a donc à présenter la thématique psychose et humeur, et je vais tout de suite donner la parole à Philippe pour essayer d'installer un peu le cadre de cette thématique. D'abord, merci à Mine et merci aux organisateurs de m'avoir invité. En fait, je ne vais pas faire d'introduction particulière. Je pense que je réagirai plutôt aux communications. Je vais d'emblée passer la parole, puisque bon, même si on en a déjà un peu parlé, je pense qu'on va rediscuter probablement de ces aspects-là, puisque tout à l'heure, il y avait des questions sur les antidépresseurs, les antipsychotiques, dont les psychoses paranoïaques. On aura probablement des discussions sur ce sujet. Mais je passe d'emblée la parole au docteur Gors, qui va nous parler du passage à l'acte criminel en psychiatrie. Alors on va essayer, désolé si on vous frustre, on va essayer d'être le timekeeper. Alors merci beaucoup, je suis très honoré, très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Même si je n'ai pas prévu de PowerPoint, et je m'en excuse parce que j'étais un petit peu limité en temps. Il faut quand même savoir que lorsqu'on m'a proposé de remplacer au pied levé la semaine dernière le docteur Aoui pour son intervention d'aujourd'hui, je me suis d'abord dit que je n'avais pas la légitimité suffisante pour traiter ce sujet, manquant d'expérience clinique indéniable dans le champ spécifique du passage à l'acte criminel en psychiatrie et aussi au vu de la complexité de la question abordée. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que cette question du passage à l'acte violent et dramatique était finalement présente dans la pratique de tout psychiatre et qu'elle constituait presque toujours une source de préoccupation venant infiltrer, qu'on le veuille ou non, la prise en charge de nos patients et en particulier la frange réputée la plus grave de ces derniers. Comme si tout psychiatre entretenait finalement une relation de tension quasi permanente avec cette potentialité de l'acte, qu'il s'agisse d'un raptus suicidaire ou de la violence au sens plus large, et en particulier meurtrière. Je me suis aussi rappelé que la responsabilité du psychiatre peut être engagée lorsque des faits de violence sont commis par des patients qu'il traite. Voici pour le préambule. J'ai conscience que je me suis lancé dans une entreprise hasardeuse mais passionnante, c'est ce qui compte. Et donc je vous demanderai toute votre indulgence pour cette courte présentation qui se propose d'aborder la question de la criminalité en psychiatrie. En fait, je vais tenter de suivre un fil rapide mais sérieux quand même sur la question des concepts de violence, de la dangerosité, du passage à l'acte, avant d'esquisser quelques questions plus actuelles autour des rapports entre psychiatrie, criminologie et justice. Alors, concernant les troubles psychiatriques et la violence, au cours des dernières décennies, nos connaissances concernant les rapports entre les troubles mentaux et les comportements violents se sont notablement enrichies, et il est clairement établi aujourd'hui qu'il existe un lien entre les deux. Les papiers remontent aux années 90 avec l'auteur Hodgins qui avait défini la maladie mentale grave en regroupant des diagnostics comme la schizophrénie, le trouble délirant et le trouble de l'humeur. Cette définition a guidé nombre d'investigations cliniques et épidémiologiques à l'origine de données en notre possession encore aujourd'hui pour apprécier les liens entre troubles psychiatriques et comportements violents. Si on considère plus spécifiquement l'homicide, qui est en fait l'archétype du comportement criminel et souvent l'acte d'un malade mental dans l'imaginaire collectif, il a été montré que la majorité des meurtriers ne présentent pas de maladie mentale grave. 80 à 85% des auteurs d'homicides en sont indemnes. En revanche, le sujet qui commet un homicide présenterait, lui, bien plus souvent un trouble mental au sens large, c'est-à-dire comme défini par le DSM, incluant les troubles psychiatriques de l'axe 1 et les troubles de la personnalité de l'axe 2.
Alors, selon les données réunies dans une revue critique de la littérature publiée dans l'Encéphale en 2009, les sujets atteints de maladies mentales graves, selon Hodgins, représentent 1 à 10% des auteurs d'homicides. Le diagnostic de schizophrénie est de façon indiscutable associé à un risque plus élevé de violence homicide comparativement à l'absence de diagnostic psychiatrique. Les auteurs soulèvent cependant que ce risque est moins important que le risque associé à un abus de substance ou à un trouble de la personnalité antisociale. En cas d'abus ou de dépendance à l'alcool, par exemple, il y aurait 12 fois plus de risques de commettre un homicide par rapport à la population générale chez un homme et jusqu'à 52 fois chez la femme. En somme, les maladies mentales graves augmenteraient de manière significative le risque de commettre un homicide, risque multiplié par 2 chez les hommes et par 6 chez les femmes, mais ne seraient responsables que de 0,16 cas d'homicide pour 100 000 habitants par année, alors que le taux en population générale approche plutôt 1 à 5 pour 100 000 habitants par année. Enfin, l'idée serait que plus une société prône la violence, plus le risque qu'un sujet présente une maladie mentale soit violent est important. Nous citons par exemple une étude australienne qui a montré que sur 25 ans, l'augmentation de la violence physique des patients psychiatriques envers autrui avait été proportionnelle à l'augmentation de la violence au sein de la population générale. On note que les études que j'ai réunies là datent de plus d'une quinzaine d'années. Alors peut-être je n'ai pas trouvé, j'ai pas su chercher les études plus récentes sur ce genre de données épidémiologiques, mais il me semble quand même que ce sont des chiffres qui font encore foi, puisque des travaux de thèse, par exemple, assez récents, prennent encore comme référence ces articles. Alors, pour poursuivre, si les représentations sociales quant à la violence des personnes affectées de troubles psychiatriques graves semblent finalement exagérées par rapport à la réalité, les violences perpétrées contre les patients ou les ex-patients représentent pour leur part un phénomène très peu visible et donc un défi en matière de santé publique. D'autres chercheurs ont ainsi choisi de renverser la question en montrant que les personnes ayant des troubles mentaux sont surexposées à la violence par rapport à la population générale. Avec ce renversement, on voit s'ouvrir une approche du rapport entre violence et pathologie psychiatrique. On voit s'ouvrir une autre approche. C'est-à-dire que les personnes ayant des troubles mentaux sont alors considérées non plus comme des potentiels auteurs, mais plutôt comme des victimes potentielles, et rejoignent ainsi le groupe des personnes vulnérables. Il y a une étude en 2010, enfin plutôt un rapport de la HAS, qui relevait que les malades mentaux sont de 7 à 17 fois plus souvent victimes de violences qu'en population générale. Alors, pour continuer à tirer ce fil, essayons d'aborder désormais le concept de dangerosité, qui est finalement un concept relativement récent, qui a trouvé d'abord sa place dans le vocabulaire de la psychologie, puis qui s'est rapidement étendu pour être appliqué à des faits ou à des objets. Il s'agit d'un concept complexe et dynamique, intégrant une conjugaison de différents facteurs aux influences réciproques. Alors bien sûr, le concept de dangerosité n'est pas entendu de la même façon par la psychiatrie et la criminologie. Bon, je pense que là, je peux aller un peu plus vite, mais il faut effectivement différencier la dangerosité psychiatrique, qui serait une dangerosité engendrée directement par un trouble psychiatrique grave et impliquant une relation de cause à effet entre le trouble et l'éventuel passage à l'acte violent, alors que la notion de dangerosité criminelle vise plutôt à appréhender un ensemble beaucoup plus vaste, car sous-tendu non pas par un état pathologique, mais par des traits propres à un individu. Elle est l'évaluation d'un risque de récidive d'un sujet qui aurait déjà commis un acte violent, un premier passage à l'acte, et qui n'est pas un malade mental. Par manque de temps, je ne pourrais pas détailler les outils qui sont utilisés en clinique pour évaluer le risque de violence associé aux troubles mentaux graves, qui sont finalement en grande partie les mêmes que ceux utilisés en criminologie dans un contexte d'évaluation du risque de récidive d'un délit violent. Il faut savoir qu'il y a des instruments de mesure qui sont nombreux, qui permettent d'améliorer le niveau de transparence et d'homogénéité des évaluations selon deux grandes approches distinctes, objectiviste, subjectiviste. Bon, je passerai un peu rapidement là-dessus. Juste, on peut noter qu'il y a des nouvelles applications de l'intelligence artificielle, semble-t-il, avec des modèles d'apprentissage automatique prédictif qui permettent à grande échelle de pouvoir avoir une idée plus précise avec ces nouvelles techniques sur le risque supposé de passage à l'acte dangereux.
Alors, pour ce qui est des facteurs de risque de passage à l'acte violent chez les malades mentaux, pareil, ici, je vais essayer de passer un petit peu vite parce que c'est assez complexe et long à développer. Nombre de publications ont permis de recenser les principaux facteurs de risque psychosociaux en jeu. On peut peut-être en retenir quelques-uns, notamment les plus importants. D'abord, les antécédents personnels de comportements violents. Ensuite, l'état mental actuel du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans un état décompensé, un état de délire, des hallucinations, une désorganisation majeure. Et encore, et peut-être c'est le plus important, la question des abus ou des addictions. En effet, l'intoxication alcoolique et en substances psychoactives constitue un des facteurs de risque les plus importants de violence, tant chez les malades mentaux qu'en population générale, pouvant multiplier par un facteur souvent supérieur à 10 les risques de violence. Alors peut-être qu'on peut continuer à tirer ce fil sur la notion d'acte ou de passage à l'acte, puisque c'est vrai que on peut remarquer que le terme d'acte en tant que tel est finalement assez rarement utilisé de façon isolée dans le champ de la psychiatrie. Le psychiatre utilise plutôt volontiers les termes de passage à l'acte pour décrire une action aux caractéristiques brutales, réflexes, automatiques, impulsives, et qui met en cause le sujet et éventuellement les autres. Son expression extrême étant le suicide et le crime, en premier lieu l'homicide. Pour aller un peu plus sur le terrain de la psychopathologie, il s'agit de décrire un passage au sens propre de l'intention à sa conséquence dans un mouvement à la fois continu et discontinu, où toute pensée ou parole apparaît comme suspendue. Un passage laissant la trace d'une rupture, d'une coupure irréversible délimitant un avant et un après-coup, au cours duquel le sujet pourra secondairement accéder, ou non, à une forme de conscientisation, voire de compréhension. La logique sous-jacente à l'acte pourra éventuellement se dévoiler par la voie de la parole et du langage après s'être débarrassé des oripeaux de l'insensé. La question du passage à l'acte, et là c'est encore une vaste question qui est difficile de régler en quelques minutes. Cette question-là, elle traverse quasiment toute la nosographie psychiatrique. Le passage à l'acte se rencontre tant dans la schizophrénie, la mélancolie, la manie, la paranoïa, que dans le champ des troubles des conduites et comportements rattachés à l'ensemble du groupe hétérogène des troubles de la personnalité. Ainsi, il serait bien délicat de limiter une clinique du passage à l'acte qui soit univoque, tant elle apparaît multiple, complexe et résolument transnosographique. Peut-être un tout petit point sur une implication peut-être thérapeutique si on prend la mesure de la dimension psychopathologique de la notion de passage à l'acte. Cette question mène à la question de l'inscription psychique de cet événement dans le parcours de vie du sujet qui a commis un crime et peut nous amener à envisager un levier thérapeutique autour de la question qui a été évoquée par certains auteurs d'un possible développement d'un état de stress post-traumatique au décours de la commission d'un crime, voire au contraire la mise en place d'une logique d'évitement de cet état grâce au mécanisme de l'amnésie psychogène. La prise en compte et le traitement de l'état de stress post-traumatique chez le malade criminel, à partir de la mise à jour d'événements traumatiques antérieurs, pourrait constituer un enjeu tant de santé individuelle que de santé publique, en permettant d'éviter une mécanique de répétition compulsive des passages à l'acte violent. Bon, c'est une question, je pense que ça demanderait à être un peu développé, mais je souhaiterais plutôt poursuivre et tenter quand même d'aborder les rapports entre la psychiatrie, la criminologie et la justice. Voilà. Alors, les rapports de la psychiatrie avec la justice ont une histoire ancienne, articulée autour de la distinction entre crime et folie. Cette distinction a notamment permis aux aliénistes de délimiter la folie comme leur domaine d'intervention propre. L'incompatibilité entre le fou et le criminel s'est concrétisée par l'introduction de la notion d'irresponsabilité pénale dans le Code pénal en 1810. Elle a aussi donné lieu à l'émergence de la figure du psychiatre expert médico-légal amené à se prononcer sur la responsabilité pénale, au moyen essentiellement de l'expertise clinique.
Reconnaître une maladie mentale chez un criminel n'implique cependant pas nécessairement que cette dernière soit à l'origine du crime. Jusqu'à encore récemment, il revenait à l'expert de déterminer ce qui relève de la maladie mentale dans la dynamique criminelle et ce qui lui est étranger. On peut peut-être constater aujourd'hui que l'expert est de plus en plus sollicité pour se prononcer sur justement la dangerosité dans une optique de prédiction et peut-être de prévention. Avec l'évaluation de la dangerosité venant accentuer les attentes envers l'expertise, l'expert est peut-être amené à établir désormais un véritable pronostic, alors que, rappelons-le, la dangerosité criminologique ne saurait relever que de la seule évaluation médicale. Bon, je souhaitais aussi balayer un petit peu large, mais le concept, il faut peut-être revenir un petit peu au concept d'irresponsabilité pénale, qui est défini à l'article 122-1 du Code pénal et qui demeure quand même au cœur de la question des actes criminels en psychiatrie. Et ce concept a connu 2 évolutions notables dans les 20 dernières années. Je vais faire que les citer, peut-être qu'on pourra avoir des questions à ce sujet. Dans les suites de plusieurs faits divers, dans le drame de l'hôpital psychiatrique de Pau, survenu en 2004, la loi du 25 février 2008 a permis que la Chambre de l'instruction puisse ordonner des mesures de sûreté spécialement prévues pour le mis en cause dont l'irresponsabilité pénale a été retenue, resserrant ainsi, en quelque sorte, le contrôle de l'autorité judiciaire autour des malades mentaux. Les juges, me semble-t-il, à partir de cette date, ne peuvent plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu, mais ils doivent prononcer une déclaration d'irresponsabilité pénale à l'issue d'une audience qui peut éventuellement être publique. Bien plus, alors ça c'est le premier point. Bon, et puis peut-être il y a eu une deuxième évolution qui n'en est peut-être pas tout à fait une, mais le débat sur les liens entre irresponsabilité pénale et dangerosité a été relancé par l'affaire Sarah Halimi et s'est concentré sur la question de la toxicomanie dont les effets, au même titre que ceux d'un trouble psychique ou neuropsychique, peuvent être imprévisibles. Bien que l'article 122-1 du Code pénal est resté inchangé, la loi du 24 janvier 2022 a introduit à sa suite 2 nouveaux articles, dont un prévoyant un cas d'exonération de l'irresponsabilité pénale et des règles spéciales relatives à la prise en compte de l'altération du discernement dans l'exécution de la peine. Bon, pour résumer, ce nouvel article sanctionne notamment l'individu qui a volontairement aboli son discernement par l'ingestion de substances psychoactives afin de mener à bien une entreprise criminelle. Si cette nouvelle infraction semble particulièrement difficile à mettre en œuvre du fait du grand nombre de conditions exigées, la loi, et c'est un point là aussi intéressant, prévoit en parallèle la création d'une nouvelle infraction, dite d'intoxication volontaire, en quelque sorte une infraction autonome et intentionnelle qui sanctionnera seulement cette intoxication et non l'infraction qui en a découlé. Bon, c'est peut-être un peu pointu, mais tout ça pour dire que peut-être que cette loi n'apporte au final pas de véritable nouveauté qui soit largement applicable, si ce n'est le cas de la toxicomanie, qui met en avant un nouvel enjeu pour l'appréciation de l'irresponsabilité pénale, alors qu'une tendance, finalement, et c'est une question, à la responsabilité des malades face à leurs actes semble se dégager. Je vais bientôt conclure. Plus largement, cette notion d'irresponsabilité pénale appelle encore et toujours, d'une certaine façon, à interroger le fonctionnement des institutions et des procédures qui entourent les mises en cause. Pour conclure, je vais vous proposer quelques réflexions ou questions ouvertes que je vais vous soumettre. L'association de la violence et de la folie est ancienne, tout comme la médiatisation de ces manifestations, même si ces formes de cette violence ont évolué avec les vicissitudes d'un contexte historique, social et politique qui est en constante mutation. Nous pensions peut-être que le débat sur l'assimilation du criminel au malade mental tendait progressivement à s'estomper. Que penser du fait que le pouvoir exécutif et les parlementaires aient été dernièrement favorables à la réduction des circonstances d'irresponsabilité pénale pour trouble mental ? Aussi exceptionnelles que puissent paraître les situations concernées par cette réforme, les parlementaires n'ont-ils pas montré
une forme de volonté de rechercher cette part d'intentionnalité du sujet qui pourtant est en proie à une altération ou une abolition de son discernement. Ça, c'est le premier point, mais c'est pourtant à contre-courant de cette logique visant à responsabiliser le malade mental que la tentation de convoquer les experts de la folie, revient en force dans le discours social, politique, lorsque l'intolérable de l'horreur criminelle vient à saisir la société. En décembre dernier, le ministre de l'Intérieur incriminait un ratage psychiatrique dans le suivi du jeune islamiste radical ayant perpétré l'attentat mortel au couteau près de la Tour Eiffel. Comme si le malade mental en venait à incarner alors, dans l'urgence, la figure la plus rationnelle de ce que la société est incapable de penser. Comment alors appréhender cette double tenaille ? Je ne sais pas comment le dire, mais comme si on était avec deux choses assez paradoxales et qui nous étreignent et qui étreignent la psychiatrie. Comment appréhender cette double tenaille au cœur d'un paradoxe entre, d'une part, la psychiatrisation a priori des violences qui saisissent la société et, d'autre part, une forme de poussée vers la responsabilisation des malades mentaux, est-ce à dire vers une forme de négation de la maladie mentale. Comment composer avec cette place, qui confine parfois à celle d'un bouc émissaire, quand viennent à supporter les psychiatres ou même les juges, mis en cause de plus en plus souvent par l'opinion publique, voire le pouvoir politique lui-même. Alors pour conclure, notre civilisation contemporaine produit évidemment des effets sur la clinique, sur la notion d'acte et donc de passage à l'acte. Ces effets sont au cœur de phénomènes de masse ou au cœur de la psychologie des foules, comme l'aurait peut-être abordé Freud. Ces effets sont favorisés par une forme de médiatisation et une tendance à la dramatisation dans notre société, et finalement une forme de mise en cause des insuffisances des systèmes judiciaires et psychiatriques. Le psychiatre, et avec lui toute la psychiatrie, se doit peut-être de redoubler de vigilance quant aux tentatives de récupération de sa praxis par certaines idéologies, notamment issues d'une logique sécuritaire, afin ainsi de limiter une dérive vers une société avec encore plus de pénal et de réaffirmer que son objet, en fait le cœur de son métier, demeure une clinique du sujet au service des malades. Je vous remercie. Merci.